Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous sommes de retour sur les antennes de For You Media Africa dans le cadre de votre programme quotidien On remue l'actu qui démarre à l'instant. Le sujet du jour nous conduit à Paris, notamment le 5e forum de Paris sur la paix. Omaro Sissoko Embalo, le président de la Guinée-Bissau, par ailleurs président en exercice de l'Union. Non, président de la CEDEAO, voilà, Omaro Sissoko Embalo, plaide la cause de l'Afrique. On en parlera tout au long de cette émission avec notre consultant permanent, M. Noumbissi Wafo. On en parlera également avec ma collaboratrice qui est sur ce plateau, qui est toute ravissante ce matin. On aura l'info du jour, les unes du jour, l'image du jour et si le temps nous permet, le buzz du jour. Bonjour, Kocho. Bonjour ma ravissante collègue, ravissante collaboratrice. Voilà. Écoutez, on vous retrouve avec le sourire. Bonjour à tous et merci encore d'être là. Oui, des femmes, ça fait des compliments à des femmes aussi. On dit souvent des femmes qu'elles sont avides de compliments lorsqu'il s'agit de les adresser à d'autres femmes. Donc bonjour à toutes ces dames également qui nous retrouvent ce matin et vous messieurs, bien sûr, on ne va pas vous oublier. Bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle semaine qui démarre. Toujours avec le sourire, toujours avec un brin d'humour, mais toujours on ne peut plus sérieux pour remuer l'actualité. Effectivement, le week-end il a été de ton côté positif, pas vraiment. Objectif réalisé à combien de pourcents? À peine 30%, donc c'est-à-dire que un week-end contre-productif. Voilà. Mais bon, on dit du début de toute chose que c'est l'occasion également de faire mieux et voilà, démarrer une semaine sous de meilleurs auspices. Ça entrevoit peut-être un week-end meilleur que le précédent. Effectivement, moi, le mien était magnifique, surtout que c'est la semaine de mon anniversaire. Ah, d'accord. J'espère que l'occasion. Les compliments, c'était déjà pour demander les cadeaux. Voilà. Allez, joyeuse semaine d'anniversaire. Merci, Kouetchou. Voilà, mesdames, messieurs, tel est notre sujet du jour. Voilà, on s'intéresse au 5e forum, 5e édition du Forum de Paris sur la paix. Le président de la Guinée-Bissau, par ailleurs président de la CEDEAO, plaide pour la cause de l'Afrique. Actuellement, l'essentiel de ce que vous êtes censé savoir, le sujet du jour. Voilà la 5e édition du Forum de Paris sur la paix s'est tenue les 11 et 12 novembre dernier à Paris en présence d'Emmanuel Macron, président de la République, et de Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Cette 5e édition a rassemblé des experts et des intervenants de toutes les régions du monde autour du thème « Surmonter la multicrise » fondée sur l'idée que la coopération internationale est essentielle pour relever les défis mondiaux et assurer une paix durable. Le Forum de Paris sur la paix a vocation à rassembler et faire interagir chaque année sous un thème tous les acteurs de la gouvernance mondiale, chefs d'État et de gouvernement, organisations internationales, gouvernements locaux, organisations non gouvernementales, fondations, entreprises, médias, syndicats, groupes religieux et citoyens. Chaque année depuis 2018, le Forum de Paris sur la paix met en lumière des projets ou initiatives de gouvernance en proposant des solutions et des actions concrètes face aux défis mondiaux. Ces solutions se distinguent par leur dimension internationale et multi-acteurs et par leur capacité à créer un changement durable au sein de la gouvernance mondiale. Cette année, seuls 3 chefs d'État du continent africain ont pris part à la rencontre parisienne annuelle. Omaro Sissoko Embalo, Georges Weah et Azali Ouzoumani. 12 d'entre eux étaient présents l'année dernière, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, l'ancien président burkinabé Christian Kaboré ou encore le chef d'État congolais Denis Sassou Nguesso. Paris semble cette fois-ci moins attrayant. Une occupation à laquelle le chef d'État français a tenté de répondre, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine. L'intérêt de ce panel pour moi est que l'on se parle très franchement de la manière dont vous approchez cette guerre, dont la communauté
communauté internationale doit se tenir face aux prémices et aux conséquences de la guerre et ce qu'on met derrière ce mot universalisme et peut bâtir un universalisme plus efficace, plus tangible et vraiment universel et sans doute moins européano-centré, a-t-il ainsi lancé. Le problème de la Libye causait des conséquences graves pour le Mali, le Niger, le Burkina Faso, une déclaration sur laquelle est rapidement revenu son homologue Guinée-Bissau. Voilà, son homologue de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, celui qui préside actuellement la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a déploré que le seul conflit à l'agenda de la communauté internationale soit celui entre l'Ukraine et la Russie, alors que des multiples guerres sévissent aussi en Afrique. Il déclare, je cite, « J'ai comme l'impression que s'il y avait un dialogue sérieux, la guerre pourrait se terminer très rapidement », a-t-il par ailleurs glissé. Puis le dirigeant guinéen a tenté d'expliquer le sentiment qui prévaut en Afrique de l'Ouest. Il ne s'agit pas qu'il y ait un sentiment anti-français. Ce n'est pas du tout la situation, mais le problème de la Libye a causé des conséquences graves pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Voilà, mesdames, messieurs, c'est notre sujet de ce matin, 5e édition de Forum de Paris sur la paix. Umaro Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau, par ailleurs président de la CEDEAO, a plaidé la cause de l'Afrique. Vous pouvez également participer à cette thématique sur notre page Facebook For You Media Africa. Vous laissez vos commentaires durant l'émission et à la fin de l'émission, on aura le plaisir et l'occasion de lire tous vos messages. On va s'intéresser à l'extrait du discours du président de la CEDEAO, président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, et on revient derrière. Je disais, Monsieur le Président, que je pense qu'il faut que nous réfléchissions sur comment finir sur cette guerre. On parle beaucoup à la télévision, dans la presse écrite, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais dans nos régions, il y a aussi des guerres. Le Mali, le Burkina Faso, et il y a des morts tous les jours. En Amérique du Sud aussi. En Colombie, par exemple, tous les gens qui émigrent vers les États-Unis et qui meurent sur la route. Mais pour la communauté internationale, la seule chose qui est sur l'agenda, c'est le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Quelque chose qui pourrait être terminé très rapidement s'il y avait un dialogue. Si vous regardez ce qui nous est arrivé, nous, dans notre région, c'est que nous disons toujours, c'est l'Occident qui décide pour nous, sur nos territoires, comme cela a été le cas pour la Libye. L'Afrique, notre continent, quand il y a notre voix à entendre, personne ne l'entend, comme pour le cas de Kadhafi, par exemple. Alors, je demande, est-ce que nos frères de la Libye, de l'Afghanistan, de la Somalie sont heureux aujourd'hui? Et non. Mais nous avons une solution et pour arriver à cette solution, il faut un dialogue entre le Nord et le Sud. Même si nous sommes pauvres, nous avons une dignité aussi et ça, c'est très important. J'ai été il y a 15 jours avec le président Poutine dans son bureau. On a parlé presque 3 heures. On en a parlé beaucoup. Et moi, j'ai eu l'impression que s'il y avait un dialogue sérieux, la guerre pourrait finir très très vite. Et évidemment, lui, il a une grosse responsabilité là-dedans. Et quand il m'accompagnait, quand je partais, il m'a dit donner une grande accolade de ma part à mon frère Macron. Oui, oui, c'est Poutine qui m'a dit ça. Hein? Et il me l'a même dit en anglais. A big hug to my brother Macron. Voilà, voilà, il me l'a dit comme ça. Mais moi, quand je suis allé à Kiev, qui se trouve à 12 heures de la frontière de Pologne, et quand j'allais vers l'Ukraine,
Poutine m'avait parlé de déjeuner et m'avait dit si j'allais déjeuner avec Macron. Je dis oui, mais je dis le problème c'est pas que je déjeune avec Macron. Le problème c'est que je veux faire entendre la voix de l'Afrique, la voix de la paix, parce que la paix ne peut pas être seulement d'un seul continent. Il faut entendre la voix des autres pays aussi, une voix internationale. Donc, je disais que quand j'allais vers Kiev, j'ai vu la destruction qui avait été causée par la guerre. Et je parlais avec le président Zelensky et je dis à Zelensky, écoute, il faut que tu parles avec Poutine. Parce que je lui ai dit que j'ai l'impression que Poutine était sérieux et que mon message était qu'il fallait qu'il parle avec Poutine et que son frère Macron pouvait vraiment jouer un rôle aussi. Parce que Poutine m'a dit un grand bonjour pour mon ami Macron. Et il me l'a répété plus d'une fois. Alors je pense que Macron a un rôle à jouer pour sortir de cette guerre. Mais cette guerre est quelque chose qui touche toute l'Ukraine. Par contre, quand j'étais à Moscou, j'ai eu l'impression que personne n'était touché par la guerre. C'est pour ça que je crois, Monsieur le Président, c'est que quand tu parles avec tes amis européens, avec tes amis américains, c'est important que tu le fasses. Mais quand on parle devant l'Assemblée générale des Nations unies, il faut parler sur faire entendre sa voix, que tous puissent faire entendre leur voix. C'est évident que pour moi, n'est pas facile quand on m'appelle et qu'on me dit, écoute, il faut que tu te prononces comme nous. Ben non, ça ne marche plus comme ça. L'ordre mondial a changé. Les pays BRICS maintenant compte. Il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Algérie, le Venezuela qui vont s'associer aux BRICS. Et peut-être que la Guinée-Bissau y sera aussi si nous avons du gaz ou du pétrole à l'avenir. Mais la plus importante, c'est qu'il y ait un respect entre nous. Et moi, j'aime beaucoup Macron parce que nous parlons comme deux chefs d'État. Et il me dit, nous parlons comme un égal. Je suis un frère et toi tu es un chef d'État, je te parle comme un frère. Mais il ne s'agit pas qu'il y ait un sentiment anti-français dans l'Afrique de l'Ouest. Non, c'est pas du tout ça la situation. Mais le problème de la Libye a causé des conséquences graves pour le Mali, le Burkina, le Niger. Kadhafi était un mal nécessaire pour son peuple et Saddam Hussein était aussi un mal nécessaire pour son peuple. Le peuple vivait bien sous leur régime. Et aujourd'hui, je me demande est-ce qu'ils sont heureux sans Saddam, sans Kadhafi, même si c'était des personnes néfastes. Mais il y avait la paix. Et maintenant, la paix, comment on va l'acheter? Même si le monde n'est pas juste, Monsieur le Président, je pense qu'il ne faut pas oublier de parler, par exemple, de la Covid. Depuis qu'il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le Covid a disparu. Personne n'en parle, même si la maladie continue d'exister et même s'il y a d'autres pays qui en souffrent. Voilà, mesdames, messieurs, c'était l'extrait du président de la Guinée-Bissau, par ailleurs président de la CEDEAO lors de la 5e édition du Forum de Paris sur la paix. Il a profité de cela pour plaider voilà, la cause de l'Afrique Quechua après avoir écouté ce discours du président de la CEDEAO, président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, qui plaide la cause de l'Afrique. Il précise
qu'il ne s'agit pas, ils sont tous concentrés sur la guerre en Ukraine. On oublie ce qui se vit du côté de l'Afrique de l'Ouest, voilà, le terrorisme qui est grandissant de ce côté. Mais avant d'entrer dans le sujet, est-ce que pour toi, qu'est-ce qui explique le fait que cette année, seulement 3 chefs d'État africains étaient présents à ce forum? On se souvient l'année dernière, plusieurs chefs d'État africains y étaient de la partie. Il y en a le président Christian Kaboré, ancien président du Burkina Faso, Alassane Ouattara. Nombreux sont ces présidents africains qui étaient présents à l'édition de l'année dernière. Mais cette année, 3 chefs d'État africains uniquement. Comment est-ce que tu conçois cela? Alors, je souris Mouton parce que la première phrase ou le premier mot qui m'est venu en tête lorsque tu me demandais pourquoi les présidents africains ont boudé ce rendez-vous, spontanément j'ai eu envie de dire ils en sont macabres. Alors, le macabo du le macabo, c'est une culture africaine qui est très difficile à consommer, tant cuite que pas cuite. Voilà. C'est assez dur, il faut y mettre de l'eau pour avaler. Et non cuite parce que ça gratte. Voilà, ça gratte énormément. Et au Cameroun, quand on dit de quelqu'un, ou du moins à l'endroit de quelqu'un qu'on a son macabo, c'est dire qu'on l'a au travers de la gorge. Voilà, pour moi, c'est tout ce qui explique cela. Donc, Umaro Sissoko Embalo a bien voulu nuancer ses propos, a joué le bon diplomate qui plaide la cause de l'Afrique. Il ne nous écartera pas, du moins pas à moi, à l'idée que le sentiment anti-français existe. Voilà. D'ailleurs, l'expression, il a essayé de toutes les manières possibles de contourner le fait que non, ce n'est pas un sentiment anti-français, c'est juste que voilà, il y a de la rancœur qui est restée après l'affaire Kadhafi. Et voilà, Monsieur Macron, c'est pas vraiment un sentiment de haine vis-à-vis de la France, c'est juste qu'il y a des petits bobos. Non, Monsieur le Président, c'est bien d'être diplomate, c'est bien d'essayer de concilier toutes les parties. Voilà. Mais on a son macabo en Afrique. On a son macabo. Et d'ailleurs, de 12 à 3, franchement, c'est quoi? C'est le quart, à peine. À peine, oui. C'est le quart, exactement le quart. Voilà, de présidents qui se retrouvent représentés, qui se trouvent présents à Paris dans le cadre de cet événement. Alors, on parle d'une rencontre pour la paix. Et ma foi, il est des pays africains aujourd'hui qui ont justement des problèmes d'insécurité à gérer et qui n'ont pas vraiment le temps de venir discuter autour d'une table avec, je ne sais pas quelle était cette position d'ailleurs qu'il a prise Emmanuel Macron, jambes croisées à regarder comme si on était dans son salon, à discuter et en ayant tout en face un jeune homme d'à peine... il n'a pas encore 50 ans, et qui prend une attitude, une posture même assez condescendante, paternaliste, quand à vous regarder, à se dire, bon, on discute, mais après, écoutez, le franc CFA, on ne démord pas. Voilà. Encore heureux que Barkhane, finalement, avec beaucoup d'efforts, finalement, il a pu dégager cela de l'Afrique. Donc, à quoi bon se réunir, évoquer des questions de paix, quand cette paix est parfois mise à mal dans ces mêmes pays par celui qui est en face de vous, c'est-à-dire le président de la France, ou du moins la France, parce qu'il est une entité qui représente globalement la France. Et je l'évoquais encore ici il y a quelques jours, le fait que même la question, ou du moins le problème de terrorisme qui était évoqué par la force Barkhane comme étant, enfin qui était évoqué par la France comme étant les raisons de leur implantation de l'Afrique de l'Ouest, il y a encore des questions quant à savoir de quel type de terrorisme s'agit-il. Quand on sait qu'aujourd'hui il y a des terrorismes qui sont fabriqués de toutes pièces simplement pour créer une pseudo-animosité ou alors des troubles dans une zone pour justifier son implantation. Donc aujourd'hui, ces pays, que ce soit le Burkina Faso, le Mali, le Niger, on est même assez surpris de voir qu'Alassane Ouattara, le fils plutôt effectivement, aimé, ait lui également boudé l'événement. Mais il n'y a pas d'intérêt, vraiment il n'y a aucun intérêt à venir s'asseoir le temps de 2 jours pour discuter, jambes croisées, en toute amitié, alors qu'amitié il n'y a même pas.
pour prétendre que tout va bien alors que rien ne va. Voilà. Donc, Monsieur Macron, vous avez fait votre tournée en Afrique. Je pense que vous avez pu constater qu'il y a un mal-être profond. Et si d'aventure vous avez fermé les yeux dessus, vous ne pouvez pas prétendre n'avoir pas vu les images de toutes ces populations sorties dans les rues, à brûler, à écrire tous les mots sur les drapeaux français ou sur tout ce qui était représentation de la France. Voilà. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu quand même ces populations du côté du Burkina Faso qui ont pris d'attaque l'Institut français de ce côté, ou que vous avez manqué ces pancartes du côté de Bamako qui disaient « Ah bah la France dégage, France la dégage France, oui. » Alors, comment pouvez-vous, quelques semaines ou quelques mois après ce genre d'événement, initier votre journée comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas eu ces troubles et que voilà, c'était juste de la poudre aux yeux? Et ben, l'absence de ces présidents témoigne à suffire de ce qu'il y a réellement un sentiment anti-français aujourd'hui et qu'il gagne du terrain. Parce que je crois que cette conférence ne réunissait pas uniquement les pays d'Afrique de l'Ouest. Effectivement. L'Afrique du Centre également, l'Afrique centrale, Oui. a boudé l'événement. Or, on aurait pensé que de ce côté... C'était ouvert à tous les chefs d'État africains. Tous les chefs d'État africains. C'est clairement un vestige de la France-Afrique, initié des mains de quelqu'un qui fait mine de ne pas voir qu'il y a aujourd'hui des blessures du passé à penser et sans quoi on ne pourra plus avancer. Je parle là particulièrement du président français, Emmanuel Macron. Vraiment des images assez pathétiques et vraiment comiques que celles qu'on vient de voir. Georges Weah, ok, soit. C'est un ami, voilà, il a une histoire particulière avec la France, même du temps de sa carrière professionnelle en tant que footballeur. Oui. Mais où sont passés les chefs d'État faut dire même de Umaru Sissoko Embalo, Guinée-Bissau? On parle de pays lusophone quand même, et beaucoup de courage à cette dame qui a vraiment trémé à traduire cela en français. Parce que c'était un échange fraternel, c'était pas un discours bien pensé, bien... Bon, si c'était le cas, dans le rendu, ça avait tout l'air d'un échange. Et pas évident parfois quand de traduire. on voit même la posture. Voilà, des deux hommes. Voilà, Georges Weah, on parle du Libéria. Qu'en est-il de ces anciennes colonies françaises qui sont, je pense pour ma part, principalement concernées par une rencontre comme celle-là? Elles ont toutes boudé ces personnalités, ou du moins ces présidents ont tous boudé l'événement, et c'est le lieu de faire un examen de conscience. Même l'Algérie a bougé, incroyable. Même l'Algérie a boycotté le forum. Oui, parce qu'il il s'est rendu en Algérie. Ça veut dire que le problème est vraiment à prendre en considération. On lui demande de répondre de la guerre d'Algérie et de reconnaître les torts qui ont été faits. Et je pense que dans tous ces pays, il y a des torts qui ont été faits. Effectivement. Le Rwanda aujourd'hui a un regard sur vous quant à dire admettez ce qui s'est passé. Parce que vous parlez d'un dialogue pour la paix alors que vous avez mis à mal la paix dans beaucoup de pays africains. Et il est important pour avancer de guérir les blessures du passé. Et tant qu'il n'y aura pas guérison, et aujourd'hui justement ce mouvement qui est engagé ne laisse plus de place à quelque hypocrisie que ce soit. Aujourd'hui on joue carte sur table, on ne vient pas. Voilà. On ne vient pas. Je ne viens pas. Parce que précision, des invitations ont été envoyées. Effectivement, donc, oui, les invitations ont été envoyées à ces différents chefs d'État. Non, ils ont pris sur eux de ne pas assister. On ne pas assister. Voilà. Un peu comme si vous envoyez vos invitations d'anniversaire à quelqu'un. Tu décides de boycotter. J'espère que tu ne boycotteras pas. On va rien boycotter. Voilà. Donc, monsieur le président, on n'est pas là. Et 3 présidents quand même africains. Je crois il faut se remettre en question. Il faut bien que le président Macron se remette en question et qu'il prenne vraiment la chose voilà, à cœur. Voilà, et c'est même redondant, je pense, les questions climatiques à l'heure où la COP 27 est en train de se tenir en Afrique. D'aucuns même s'intéressent plus à la COP 27 qu'à cette rencontre parisienne
comme si on allait à une espèce de fashion week parisienne. On n'a plus le temps pour cela. C'est un peu trop surfait, c'est farfelu et c'est superficiel. Et ces présidents africains ont beaucoup plus important à gérer aujourd'hui, développer leur économie, rétablir la sécurité autour de leurs frontières. Je pense à tout le Sahel qui est aujourd'hui mis à mal et qui depuis, enfin même avec Barkhane, n'a pas connu de stabilité et qui aujourd'hui est en train donc d'implémenter des mesures par elle-même pour résoudre ces problèmes. On ne va pas laisser les morts au niveau de la frontière pour venir discuter avec vous, Monsieur Macron. C'est un spectacle hein, carrément qui l'a servi. Et je pense que du côté de la France, on le lui reproche. Une attitude toujours à se mettre en scène. Il est même au cool théâtre à l'école. C'est même là qu'il a rencontré son épouse. Et toutes ces rencontres ont toujours l'air, même quand il rend ses discours, on a toujours l'impression que c'est théâtral. Voilà. Et chez nous, ça se fait même pas. Un cadet ne se donne pas un spectacle devant son aîné. C'est vrai qu'en surtout que ce sont des chefs d'État. C'est vrai que des chefs d'État à chefs d'État, ça peut on imagine qu'on va. Non, mais il y a même un respect qui se l'égalité. Voilà. C'est quoi, faut quand même essayer d'avoir plus de considération. D'avoir un peu cette posture. Si la réalisation nous permet, voilà. À essayer de regarder, voilà. La posture d'Emmanuel Macron, le président de la France, lorsque le président de la CEDEAO parlait, il était assis, croisé les pieds, à regarder Umaro Sissoko Embalo. On n'aura pas. Voilà, merci. On aura certainement cette image. Voilà. Regardez. On regarde la posture. Il regarde carrément. Il a encore plus de vent. Il avait main la bouche à se dire on est dans notre salon et on se donne un spectacle. Vraiment. Il sourit, hein. C'est le sourire de la honte, je pense. Merci à la réalisation. Il y a des événements même qu'on annule lorsque beaucoup d'invitations ne sont pas honorées. Je crois qu'il aurait mieux valu d'annuler l'événement. Voilà. Se taper ce genre de honte. Merci Kwechu. Tout à l'heure, on aura l'avis de notre consultant permanent, M. Noumissi Wafo. Et vous, téléspectateurs et internautes, vous pouvez également participer. Vous envoyez des messages sur notre page Facebook For You Media Africa. Et à la fin de l'émission, j'aurai le plaisir de lire tous vos messages apparus. Actuellement, on va s'intéresser à l'info du jour. C'est tout de suite avec moi. Je crois que c'est sans transition. Eh bien, l'info du jour nous conduit voilà, au Rwanda et en République démocratique du Congo, le conflit rwando-congolais. De nouveau, pour parler de paix à Nairobi, ce sera le 21 novembre prochain. Eh bien, les principaux acteurs de la crise qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo attendus à Nairobi, la capitale du Kenya, le 21 novembre pour de négociations de paix. L'annonce a été faite dimanche par la communauté des États d'Afrique de l'Est dans un communiqué sans préciser ni les participants ni la durée de ce dialogue. Cette annonce intervient alors que les combats entre les rebelles du M23 et les forces armées congolaises se poursuivent. Dimanche dernier, donc hier, il se déroulait à une vingtaine de kilomètres de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où sont arrivés samedi des soldats kenyans de la force est-africaine. Nous nous réveillons dans les combats. Dimanche matin, nos forces s'affrontent avec le M23 à Mouaro, mais avons réussi à repousser l'ennemi à côté, côté Jigueri, a indiqué l'AFP, un officier de l'armée qui a requis l'anonymat. Les combats se déroulent en ce moment à Mouaro, où l'ennemi nous a attaqué, a confirmé une source sécuritaire. Les rébellions Tutsis, soutenues par le Rwanda, selon la version congolaise, a accusé samedi Kinshasa d'avoir mené des bombardements barbares dans des zones décemment peuplées, tuant 15 civils, dont 2 enfants. La diplomatie joue toujours sa partition malgré le bruit des armes. Le facilitateur pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, pour la communauté d'Afrique de l'Est, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, ainsi que le président burundais Evariste Ndayishimiye, sont arrivés dimanche à Kinshasa pour une visite de 2 jours, alors que le président de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs
a échangé avec Paul Kagame vendredi et samedi avec Félix Tshisekedi. Voilà notre info du jour, des pourparlers de paix qui sont annoncés du côté de la République démocratique. Ce sera à Nairobi, au Kenya. Il faut bien qu'on organise un forum, voilà, pour essayer d'établir, de mettre la paix de ce côté-là entre ce conflit-là, Rwando, au Congolais. Est-ce que tu crois à ces pourparlers-là? Est-ce qu'au sorti de cela, on peut s'attendre à ce que un cessez-le-feu entre ces belligérants-là, notamment le Congo et le Rwanda, qui sont en conflit? Et le Congo accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23. Alors bien que la tentative de médiation d'Emmanuel Macron à New York lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU n'ait pas porté de fruits, moi je vais plus optimiste, voilà, quant à une tentative de médiation interafricaine. Donc, ma foi, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale même de l'ONU, ou du moins toutes les instances internationales, se veulent des plateformes où un pays de l'Est ou un pays d'Amérique du Sud peut établir une médiation pour l'Afrique et inversement. Mais logiquement, je crois quand même que de manière régionale, il est plus crédible d'abord d'avoir une tentative de médiation avant que d'entrevoir une médiation internationale. Effectivement. Alors, on a le Rwanda, on a la République démocratique du Congo et aujourd'hui le Kenya qui vient donc en secours. Et j'avais déjà eu un problème quant au fait que Emmanuel Macron se positionnait quand même en médiateur dans cette affaire. Et la suite n'a que donné raison à cela parce qu'on n'a pas eu l'impression que ça a eu plus que ça d'impact sur la situation, bien au contraire, elle s'est envenimée davantage. Quelques mois après, c'est l'ambassadeur rwandais qui était débarqué, chassé du Congo. Aujourd'hui, il est donc ces deux pays, le Rwanda, la RDC, qui, d'ailleurs il faut dire de la RDC que sa position toujours en Afrique de l'Est, dans la CEAC aujourd'hui, est quelque peu, ma foi, un peu bizarre quand même, parce que géographiquement quand même ces deux pays auraient bien pu se retrouver donc, dans l'Afrique centrale. Donc, le Kenya, avec le dernier président Uhuru Kenyatta, qui déjà, lui, avait reçu même le président Tshisekedi et avait mis un accent des plus importants sur la fin de son mandat à résoudre ce conflit, qui pourrait, je pense, quand même peser assez fort sur la médiation qui est initiée, que de se projeter dans un engagement panafricain quant à dire il faut une paix générale. Finalement, on ne sort que tous gagnants parce que divisé, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas dans ce combat qui se veut aujourd'hui une révolution sud contre le Nord, c'est-à-dire de l'Afrique vis-à-vis de l'Occident. C'est pas juste un combat des anciennes colonies françaises contre la France, mais c'est un combat globalement pour l'Afrique à pouvoir émerger et réduire, ou du moins annuler et briser ces chaînes-là qui les lient aujourd'hui à leurs anciennes colonies, mais d'avoir des pays frontaliers africains qui se déchirent autant. Personne ne sait plus que ça offusquer côté africain quant à voir ces images parfois de populations qui s'insurgeaient de la France. Mais moi, je trouve assez malheureux quand même que de voir ces images du drapeau rwandais brûlé, déchiré du côté de la République démocratique du Congo. Donc vivement que ces négociations puissent porter des fruits. C'est un conflit sérieux. On a même vu les deux pays qui ont rompu leurs relations diplomatiques. Effectivement, donc le Tigré et la question du Tigré qui se discute en Afrique du Sud. Aujourd'hui, le Rwanda et la RDC. Bon, au Tigré, quand même. À Nairobi, il y a eu des...
un accord de paix qui a été signé au sortir pour parler de l'Afrique du Sud. Allons-y optimistes en tout cas quant à cette tentative de médiation entre le Rwanda et le Congo, et vivement que l'on puisse prouver encore qu'on est à même de résoudre nos problèmes par nous-mêmes. Voilà, donc ce sera le 21 novembre prochain à Nairobi, c'est au Kenya, qu'il y aura des pourparlers de paix sur ce conflit rwando-congolais. C'était notre info du jour. Kwetu, on va, sans plus tarder, mais je crois que cette fois-ci il y aura une transition, on va prendre les unes du jour, c'est avec Kwetu. Alors, bienvenue à vous qui affectionnez particulièrement notre exercice quotidien quant à faire le tour de quelques-unes africaines. Et pour démarrer notre tour des unes ce matin, on s'intéresse donc à l'actualité, notamment du côté de la République centrafricaine. Voilà, non, ce ne sera pas Aluida Info. Alors, journal de Bangui.com, République centrafricaine, prestation de serment des magistrats à la station de Bangui. Voilà, une cérémonie donc qui s'est déroulée durant le week-end et sur lequel revient donc ce site internet qui nous rappelle simplement qu'a pris part, d'ailleurs il faille le préciser, à cet événement, le président centrafricain, donc Faustin Archange Touadéra, qui était de sortie ce jour. Et faut rappeler que concernant cette actualité, c'était une cérémonie de prestation de serment et d'installation des magistrats à la Cour de cassation, au Conseil d'État et à la Cour des comptes. Et l'événement s'est tenu, pour être plus précis, le 10 novembre dernier. L'audience a été présidée donc par Faustin Archange Touadéra, président du Conseil supérieur de la magistrature. Une cérémonie qui s'est déroulée dans la salle de la Cour d'appel de Bangui en présence des autorités du pays par ordre protocolaire. En tout cas, vous avez vent de cette actualité avec toutes les précisions y afférentes dans cette actualité, dans ce site journaldebangui.com. Dans le journal à un autre, on s'intéresse cette fois-ci au journal du Tchad.com qui titre dans cet article Tchad, l'ex-premier ministre Pahimi Padaké Albert prend fonction à l'ARCEP. Il faut rappeler donc qu'il a été nommé président du Conseil de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L'ex-premier ministre Pahimi Padaké Albert a donc pris fonction le 10 novembre dernier. Il faut dire donc que c'est de nouveaux horizons pour l'ancien premier ministre. Il a été donc installé à ses fonctions de président du conseil de l'ARCEP la semaine dernière et il succède à Nadinga, une cérémonie de passation de service qui a été présidée notamment par le ministre Mahamat, non pas Idriss Déby, Mahamat Alaou Taher de la communication. Autre actualité, cette fois du côté de la Côte d'Ivoire, on s'intéresse au site abidjan.net et notamment à cet article. Côte d'Ivoire, la police annonce une opération de contrôle des plaques d'immatriculation fantaisistes dès ce lundi, c'est-à-dire ce 14 novembre. La direction générale de la police nationale ivoirienne a annoncé hier, dans une note d'information, qu'une opération de contrôle des immatriculations, notamment fantaisistes, des visites techniques et des assurances et autres vitres teintées sera donc lancée dès ce lundi du côté d'Abidjan. Voilà, ou plus globalement dans tout le pays, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Vivement donc à vous, du côté de la Côte d'Ivoire, à faire garde, ou du moins à mettre vos plaques d'immatriculation à jour. Après la Côte d'Ivoire, on s'intéresse à l'actualité du côté du Burkina Faso. Beaucoup de gens ignorent sérieusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Les propos d'Ibrahima Traoré, capitaine aujourd'hui président donc de transition du côté du Burkina Faso, et le président qui a entamé depuis quelques jours des rencontres avec les forces vives de la nation et lors de la rencontre notamment avec les acteurs politiques, selon une vidéo diffusée donc sur la télévision publique nationale du côté du Burkina Faso, la RTB. Le 13 novembre dernier, le président de la transition donc
n'est pas passé par 4 chemins pour dépeindre la situation actuelle du Burkina Faso ainsi que les défis qui attendent le pays. Voilà, vous avez la précision quant à ces défis dans cet article. À la suite de notre actualité nous conduit au Cameroun, notamment donc dans les kiosques. Premièrement, avec cette parution du jour du quotidien Le Jour. Oui, rapport de la CONAC, plus de 25 milliards 800 millions de pertes en 2021. On est en fin d'année et l'heure est d'ores et déjà au bilan du côté du Cameroun avec ces chiffres à plusieurs milliards de la commission anti-corruption du pays. Voilà donc les pertes subies par le pays et toute chose qui donne à réfléchir quant aux avancées du combat qui chaque année se dit mené du côté du Cameroun, plus de 24 milliards 800 millions de pertes en 2021. On va rester au Cameroun pour sortir avec le Cameroun Tribune, le journal à capitaux publics, qui allie le temps d'un article sport et politique. Lions indomptables, l'onction du peuple. À l'ouverture des travaux de la 3e session ordinaire de l'année et de l'année législative en cours, vous avez à l'image les présidents du Sénat, Marcel Niat Ndifendi, et le président de l'Assemblée nationale, Kavaïege Djibril, qui ont donc transmis les encouragements des élus de la nation à l'équipe nationale du Cameroun de football qui prend part à la compétition de la Coupe du Monde dans les prochains jours. Le coup d'envoi, le week-end prochain, c'est-à-dire dans quelques jours seulement, est donc prévu. En tout cas, c'est un article à lire en pages 6 et 7 et peut-être un petit clin d'œil à cette actualité culture également traitée donc dans la Cameroun Tribune. Marie-Princesse Ndoun Issé Grown, donc c'est le nom de la nouvelle Miss Cameroun qui a été élue durant le week-end, samedi dernier au Cameroun. Elle est âgée de 22 ans, elle est étudiante et désormais donc aura la charge, ou du moins la lourde charge de représenter la jeune femme africaine dans toutes ses sorties, la jeune femme camerounaise particulièrement et peut-être globalement africaine durant toutes ses sorties et le temps d'une année. On n'aura pas besoin d'une année pour terminer cette une moto. Effectivement. Une seconde et c'est terminé. Merci à vous de vous être prêté à nous regarder le temps encore de cet exercice. Merci Kouchou pour ces une. Merci de nous fait balader, fait visiter les différents kiosques des capitales africaines. Je crois qu'on aura peut-être demain avec les images, on parlera de la Miss Cameroun 2023. Oui, il y a une petite polémique là sur la toile, on en parlera. Dans le buzz. Effectivement. Ce sera demain avec les images parce qu'on n'a pas prévu ça aujourd'hui. Et à présent, on s'intéresse au flash d'information en langue anglaise. Présentation de Di Fotso tout de suite. Monday, November 14, 2022. Ladies and gentlemen, welcome to News Brief over For You Media Africa. My name is Jay Futsu. Without transition, let's go to Congo to talk about that issues concerning the Congo and Rwanda talks to resolve diplomatic role. Talks are on the way in the capital of the Democratic Republic of Congo, aimed at resolving a diplomatic row with Rwanda and halting a violent conflict in the east of the country. Angolan President Joao Lourenço and the former Kenyan leader Uhuru Kenyatta are mediating between representatives of the two governments. This follows a meeting on Friday with Rwanda President Paul Kagame. He has denied backing the M23 rebel group that recently relaunched an offensive which has left tens of thousands of people displaced. The mediators will also speak to victims of the conflict. DRC Congo government is due to meet representatives of various armed groups either this month in the Kenyan capital Nairobi.
Up next, we go to Ethiopia, where the rival sides agree on humanitarian access for Tigray. Ethiopia's government and Tigrayan rebels have agreed to facilitate immediate humanitarian access to all in need in war-ravaged Tigray and neighboring regions. Saturday's agreement followed talks in the Kenyan capital Nairobi this week on the full implementation of a deal signed between the warring side 10 days ago in South Africa to end the brutal 2 years conflict in northern Ethiopia. The parties have agreed to facilitate unhindered humanitarian access to all in need of assistance in Tigray and neighboring regions, a joint statement said. The agreement was signed by Field Marshal Behanu Jula, Chief of Staff of the Ethiopian Armed Forces, and General Tadesse Werede, Commander-in-Chief of the Tigray Rebel Force. We now move away to Sudan, where thousands of Islamist supporters march against the United Nations. Thousands of Sudanese Islamists gathered Saturday for the second time in 2 weeks to call out what they see as interference in the country's affairs. They are opposed to the United Nations' effort to mediate between the Sudan military head of state and civilian leaders following last year's coup staged by General Abdel Fattah al-Burhan. Any compromise will bring this country into a real crisis, and we, the youth of Sudan, do not want these parties and their agreement, protesters warned. The protesters also expressed anger at the transitional constitution proposal by the Sudanese Bar Association, which plans on banning activities by the National Congress Party, the Islamist movement of former leader al-Bashir. Finally, we go to Mozambique and see how the country sent first LNG export to help its European winter crunch. Mozambique flashed off its first shipment of liquefied natural gas export that could help its Europe energy crunch as water squeeze supplies. For Mozambique, it marks the end of a decade-long wait to monetize one of Africa's largest offshore gas fields. President Filipe Nyusi announced the first Congo departure in a statement Sunday. The production platform has a capacity of 3.4 million tons per year of the super chill fuel, equal to about 1/3 of the United Kingdom LNG imports last year. The first cargo is bound for Europe, Mozambique's oil and gas regulator said last month. And that we put a close to this edition of this news brief. Up next, the French version with Ngale Bokia. Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce point de l'information en langue française sur les antennes de For You Media Africa. Nous démarrons donc en République démocratique du Congo, où les principaux acteurs de la crise qui sévit à l'est du pays sont donc attendus à Nairobi, au Kenya, le 21 novembre prochain pour des négociations de paix. L'annonce a été faite le dimanche 13 novembre dernier par la communauté des États d'Afrique de l'Est dans un communiqué sans donner de précision sur les participants et le temps que mettra ce dialogue. Nous restons dans l'Afrique de l'Est pour parler toujours de la situation sécuritaire qui ne laisse pas indifférents plusieurs États et organisations du continent. C'est donc dans ce contexte que le rétablissement de la paix a été au menu des échanges entre la délégation de la conférence des églises de toute l'Afrique et le président du Sénat, Modeste Bahaï Lukwebo, le jeudi 10 novembre dernier. La délégation est donc venue à Kinshasa et a été conduite par Monseigneur Martin Blaise Nyaboro du Burundi, qui est le vice-président de cette importante structure. Il était donc question pour eux de témoigner leur solidarité envers le peuple congolais victime d'une guerre depuis plus de 2 décennies. Au Soudan du Sud, on parle des inondations qui provoquent la famine. Le programme alimentaire mondial s'inquiète donc de l'insécurité alimentaire observée dans ce pays. Les inondations ont été très violentes et ont détruit toutes les récoltes. La superficie des terres submergées en permanence a triplé et on parle notamment de 2,9 millions de personnes qui sont alors au bord de la famine.
Nous terminons par la Banque africaine de développement qui mobilise ses partenaires pour l'éclairage du Sahel. Cette initiative vise donc à accroître la capacité de production solaire et ainsi permettre à 250 millions de personnes d'accéder à l'électricité dans toute la région du Sahel. Lancé justement en 2019 par le groupe de la Banque africaine de développement et ses partenaires, ce projet baptisé Desert to Power entend faire de l'Afrique une centrale d'énergie renouvelable qui développera et fournira 10 gigawatts d'énergie solaire d'ici 2030 dans 11 pays où 64% de la population vit sans électricité. C'est la fin, mesdames et messieurs, en Remue l'actu se poursuit. Merci à Ngalé, Ebokea et Djefotso pour ce flash d'informations en langue anglaise et en langue française. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez en l'instant, vous êtes sur les antennes de For You Media Africa. Nous sommes également sur For You Radio 96.3 FM. Le sujet du jour nous a conduit à Paris, notamment la 5e édition du Forum de Paris sur la paix. C'était les 11 et 12 novembre, le week-end dernier. Et le président de la Guinée-Bissau, président de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embalo, plaide, voilà, il a plaidé la cause de l'Afrique. Est-ce qu'on a M. Noubessi Wafo en ligne? Oui, je suis à votre écoute. Bonjour M. Noubessi Wafo. Merci, bonjour Imamoutou. Bonjour à tous ceux qui t'entourent en studio. Bonjour aux techniciens. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de For You. J'espère que le week-end s'est bien passé de votre côté, M. Noubessi Wafo. On peut dire que tout s'est passé normalement. La preuve, c'est que nous sommes là ce matin, prêts à répondre aux sollicitations de ceux qui nous écoutent. Voilà, et c'est un plaisir de vous recevoir. Monsieur Noubessi Wafo, aujourd'hui, on s'intéresse à la 5e édition du Forum de Paris sur la paix. Le président Umaro Sissoco Embalo qui a plaidé la cause de l'Afrique. Mais avant d'entrer dans le sujet, monsieur Noubessi Wafo, quelque chose nous a marqué, notamment l'absence de plusieurs chefs d'État africains. On a noté la présence de 3 chefs d'État africains, notamment Georges Weah, Umaro Sissoco Embalo. Pour vous, à votre avis, pourquoi ce forum a-t-il été boycotté cette année? Seuls 3 chefs d'État y étaient présents. Je ne sais pas s'il faut parler de boycott, hein, mais ce qu'on peut quand même observer, c'est que c'est un marqueur du désintéressement qui semble aujourd'hui gagner les dirigeants africains. D'abord, par rapport à ces sommets qu'on multiplie dans le monde et dont on ne sait pas toujours quels sont les résultats sur le terrain de l'action, et surtout par rapport à l'influence que la France avait jusqu'ici sur des pays d'Afrique notamment, des pays qu'elle avait anciennement colonisés. Nous voulons remarquer que c'est symptomatique de ce que aujourd'hui il y a une reconfiguration de la carte géopolitique dans le monde. Et cette reconfiguration de la carte géopolitique est due à au moins 3 choses. La première chose, c'est la démocratisation de l'accès à l'information. Vous savez, aujourd'hui, avec les nouveaux outils de communication, c'est plus facile pour tout le monde de savoir ce qui se passe, quel que soit le lieu où on se trouve dans le monde. Et vous savez, l'information est une arme extrêmement puissante. La deuxième chose, c'est que le brassage des populations qui existe de plus en plus à travers la mondialisation fait en sorte que il y a les peuples qui jadis étaient dominés sont de plus en plus décomplexés et s'affirment comme devant obtenir le contrôle de leur destin désormais. Évidemment, la troisième chose, c'est les conflits
ouvert qui oppose depuis un certain temps des grands du monde relativement au contrôle qu'il faut avoir sur la planète. Je dis le contrôle que ces grands-là doivent avoir la planète, sur la planète. Et quand je parle de la guerre, de ce conflit ouvert-là, il y a quand même le cas le plus visible qui est le cas ukrainien. Donc aujourd'hui, on est en train de constater que le monde est en train de se reconstruire sur le plan géopolitique. Et cette reconstruction-là touche l'Afrique et les chefs d'État africains qui ne peuvent plus ou sont appelés à ne plus se comporter comme hier. Ils sont appelés à ne plus se comporter comme hier parce que vous savez, hier, une invitation en France avait carrément valeur de convocation. Effectivement. Et on retrouvait parfois chez certains dirigeants africains comme une certaine fierté, un certain prestige à répondre à une invitation d'un chef d'État français, sans que on ne sache pas très bien en quoi est-ce que cela impactait la vie des populations d'Afrique, c'est-à-dire des populations qui étaient sous la direction de ces chefs d'État. Donc il y a ce problème, parce qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus à aller parader, parce qu'aujourd'hui, il faut rendre compte à des populations qui, au regard des informations des informations qu'ils consomment au quotidien, demandent de plus en plus des comptes parce qu'ils sont de plus en plus instruits sur la manière dont les choses se passent à travers le monde. Donc il n'est plus question d'aller parader pour rien, il n'est plus question d'aller s'afficher pour des résultats qui sont, j'ai presque envie de dire, complètement nuls. Il est désormais question de travailler pour les populations africaines. Et c'est pour cela que vous pouvez observer qu'il y a comme un désintéressement progressif des pays d'Afrique relativement à ces sommets-là qui sont organisés par Paris. Il faut quand même rappeler que ce forum-là, nous sommes rendus à la 5e édition. Effectivement. Il faut quand même dire que si on fait le bilan sur le terrain africain, on peut se demander si ça a contribué véritablement à résoudre les conflits en Afrique. On se rend compte que si on veut faire voilà, jeter un regard prospectif, on se rend compte que les conflits ont plutôt augmenté. Au Cameroun, il y a désormais un conflit ouvert, même s'il est interne dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, qu'il y a des confrontations et des tensions qui quand même causent de gros dommages entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qu'il y a la paix qui est gravement menacée en Érythrée, qu'il y a les djihadistes qui sont en train de semer la terreur dans tout le Sahel. Donc, aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qu'un sommet comme celui-là peut apporter en termes de solutions à ces différentes crises. D'autant qu'on se rend compte que la communauté internationale considère ces crises-là comme des crises qu'il faut négliger, alors comme des crises qu'il faut entretenir, parce qu'il faut quand même dire qu'aucun pays africain ne fabrique des armes. Et que les guerres profitent fondamentalement aux fabricants d'armes. Mais qui sont ceux qui fabriquent des armes? Ce sont encore ceux qui embouchent trop facilement les trompettes de la paix. Donc on sait très bien que ce qu'il faut faire pour arrêter la guerre, quand on a évidemment la volonté de le faire, on voit très bien comment ceux-là qui ne font rien pour que la guerre s'arrête en Afrique, ou alors qui font tout pour que les conflits se multiplient, on voit très bien comment ils agissent dans le cas de l'Ukraine. On voit très bien qu'il y a là une politique de 2 poids 2 mesures en termes de traitement, en termes de la considération qu'on accorde au conflit. Et donc, tout cela ne peut pas laisser indifférent des chefs d'État africains qui aujourd'hui comprennent qu'ils ont tout intérêt à travailler pour leur peuple. Sinon alors, ils auront des fauteuils que la France, ou alors que les autorités françaises ne pourront plus sauver, parce que les peuples seront devenus suffisamment conscients et donc suffisamment forts, parce que aucun peuple, aucun dirigeant ne peut s'imposer contre la volonté de son peuple. Donc voilà ce qui explique aujourd'hui ce désintéressement. Et c'est pour cela qu'il faut désormais lire autrement le rapport, ou alors les rapports
les peuples dans le monde. Il faut désormais percevoir des choses autrement que ce qui se passait il y a 20, 30, 40 ans aujourd'hui. Voilà, et c'est tant mieux peut-être pour les peuples, c'est tant mieux peut-être pour l'Afrique. Voilà, M. Nombissi Wafo, peut-être pour sortir, pensez-vous que le message de paix jusqu'ici porté par le président en exercice de la CEDEAO, Umaru Sissoco Embalo, peut-il peut-il réellement être pris en compte? Non, écoutez, il ne suffit pas de porter des discours. Oui. Il ne suffit pas de proclamer des intentions. Il ne suffit pas de rester uniquement dans des seules, jusque je vais appeler des seules incantations. Non. Oui. Les chefs d'État de l'Afrique doivent aller beaucoup plus loin, notamment pour ce qui est de la CEDEAO. On sait très bien quel est le poids que les autorités françaises pèsent sur les décisions de la CEDEAO. Il faut commencer par s'émanciper de cette tutelle-là qui encombre, de cette tutelle-là qui est nocive, et de cette tutelle-là qui ne sert que les intérêts de la France. Il faut commencer à s'émanciper de ce type de tutelle-là pour désormais véritablement orienter sur le terrain ces actes dans le sens de satisfaire les besoins des Africains. Moi, je pense que c'est par là que ça va commencer. Oui. Et nous ne pouvons donc pas juger le président de la CEDEAO sur ce discours-là. Non, nous allons le juger sur le terrain des actions qui vont concourir véritablement à montrer qu'il y a désormais une rupture et que la préoccupation fondamentale de la CEDEAO, ce ne sera plus de jouer les valets des puissances extérieures ou des puissances impérialistes, mais véritablement de servir leur peuple parce que c'est ça leur mission, parce que c'est pour cela que ces organisations-là ont été créées. Donc il n'est pas question de s'arrêter au discours, il faut aller beaucoup plus loin que les discours, il faut poser des actes qui marquent la rupture véritable entre la situation d'avilissement d'hier et la quête d'une véritable autonomie aujourd'hui. Merci, Monsieur Nombissi Wafo, merci encore d'avoir apporté votre contribution, comme tous les matins, à cette thématique du jour. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Au revoir. Passez une excellente journée et bon début de semaine, Monsieur Nombissi Wafo. Merci à vous là-bas. Merci. Kwechu, peut-être quelque chose à... Tu as retenu quelque chose sur ce que M. Nombissi Wafo a dit, peut-être pour sortir, parce que le temps nous tient déjà à la gorge. On n'aura malheureusement pas l'image du jour. Eh bien, d'autres éditions n'ont pas porté de fruits lors de ce sommet, lors de cette rencontre de Paris. Pourquoi aujourd'hui venu perdre le temps autour d'une table pour discuter sans pour autant que les décisions prises ne soient implémentées? Les dirigeants africains n'ont plus le temps en cela. L'heure est au développement économique, l'heure est à créer une dynamique favorable aux Africains et bien sûr le fait qu'il ait relevé que la communication aujourd'hui joue le tout communicant, le fait qu'aujourd'hui il y a un accès à l'information rapide, ça fait que ces dirigeants africains sont sur le pif parce que il aide des populations qui réclament au jour le jour, voire à la minute près des comptes de tout ce qu'ils ont comme information. Et ça les met davantage de pression et il n'est plus question pour eux aujourd'hui d'aller s'asseoir autour d'une table en se disant que de toutes les façons le peuple, les populations n'auront pas retour d'informations de ce qui a été dit. Bien au contraire, tout est au pragmatisme. La preuve en est que on cumule encore aujourd'hui des coups d'État et parfois des soulèvements populaires même qui réclament la tête de ces présidents du fait que effectivement les populations sont informées, elles sont conscientes de ce qui se passe et réclament finalement qu'il y ait une application des promesses qui ont été tenues sur la base de ce qu'elles ont pu avoir comme information. Merci Kwechu, et c'est avec vous que nous mettons un terme à cette édition de votre programme On remue l'actu de ce 14 novembre 2022. On aura le plaisir de vous retrouver demain. Merci Kwechu. À demain, mon tour. Là, ça vous semblait me dire au revoir comme à M. Nombissi. On aura le plaisir. Non, aux téléspectateurs, on aura le plaisir de les retrouver. Pareillement, bien sûr. Pour une nouvelle édition. Pareillement, avec le même sourire, on sera content de vous retrouver. Voilà, si vous souhaitez passer une excellente journée et restez scotchés sur nos antennes. À demain.